Bienvenue dans cette seconde vidéo d'introduction à l'écologie théorique. Vous vous souvenez des Burlucs ? Dans la dernière vidéo, nous avions regardé comment nous pouvions modéliser leur population, et cela nous avait mené à introduire le principe de la mortalité densité dépendante. C'est-à-dire une mortalité des Burlucs qui dépend de leur propre densité. Typiquement, plus il y avait de Burlucs, plus leur mortalité était haute, ce qui conduisait à une régulation de la population. Nous avions terminé en construisant un modèle d'interaction entre des Burlucs et des plantes qu'ils consomment. Et nous avions alors remarqué qu'avec ce modèle, la mortalité densité dépendante, qui régule la population de Burlucs, s'effectue à travers la consommation des ressources. Plus la population de Burlucs est importante, moins il y a de plantes disponibles pour chaque Burluc, et donc plus la mortalité par manque de ressources est importante. Nous finissions alors par nous demander si ce système Burluc-plante était réellement viable à long terme, et si c'était toujours le cas en fonction des différents paramètres. Nous allons explorer tout cela. Avant toute chose, revoyons rapidement les règles qui régissent le modèle Burluc-plante. Premièrement, on considère un espace en 2 dimensions, sur lequel les Burlucs se déplacent de manière aléatoire. C'est-à-dire que lorsqu'un Burluc est sur une position, il se déplacera ensuite aléatoirement sur une des 8 positions libres qui l'entourent. Deuxièmement, il y a des plantes dans l'espace, et lorsqu'un Burluc arrive sur une plante, il la consomme, ce qui lui donne de l'énergie et en retire à la plante. En revanche, chaque déplacement coûte de l'énergie au Burluc. Troisièmement, si un Burluc arrive à atteindre un certain seuil d'énergie en consommant suffisamment de plantes, il va se reproduire et générer un nouveau Burluc supplémentaire. A l'inverse, si un Burluc ne trouve pas assez de plantes à consommer, et que ces déplacements le mènent à avoir zéro énergie, alors il meurt. Enfin, les plantes ont une croissance d'énergie selon une fonction logistique. Elles gagnent naturellement de l'énergie au cours du temps jusqu'à une valeur maximale à laquelle elles persistent en l'absence de consommation par un Burluc. J'ai également ajouté une nouvelle règle au modèle. Il est maintenant possible pour une plante de rentrer dans un état dégradé après avoir été consommée. Par exemple, on voit ici que parmi les plantes récemment consommées, certaines deviennent rouges, comme celle-ci, tandis que d'autres restent vertes. En fait, quand une plante est consommée, et tant que son énergie est inférieure à un certain seuil, elle a une probabilité de rentrer dans un état dégradé, en quelque sorte de mourir, ce qui lui donne une couleur rouge. Ces plantes dégradées ne gagnent plus d'énergie et ne sont donc plus consommables par les Burlucs. Mais ce n'est pas définitif, une plante dégradée va se régénérer, elle a juste besoin d'un certain temps minimum. Et une fois régénérée, la plante recommence à gagner de l'énergie jusqu'à son énergie maximale tant qu'elle n'est pas consommée à nouveau. Maintenant que tout est en place, voyons comment ce modèle se comporte sur une simulation assez longue. Les graphiques de gauche nous sont familiers de la vidéo précédente et montrent l'énergie totale de la population de Burlucs et l'énergie totale de la population de plantes en fonction du temps. À droite, on découvre une nouvelle manière de visualiser la dynamique des populations. Ce type de graphique s'appelle un portrait de phase. Il montre la dynamique de chacune des populations en fonction de l'autre. Donc ici la relation entre l'énergie totale des Burlucs et l'énergie totale des plantes. Au final, les dynamiques suivent des variations diverses, mais le système Burluc-plante semble globalement viable à long terme. On pourrait dire que le système est stable. Attardons-nous un petit peu sur le portrait de phase pour comprendre comment cette stabilité s'exprime sur ce graphique. Même si le temps ne figure pas explicitement sur le portrait de phase, il s'exprime si l'on suit les points dans l'ordre de leur apparition, ce qui revient à tracer la trajectoire suivie par le système dans cet espace. On part de l'état initial du système, représenté par ce triangle bleu, puis en suivant les valeurs dans l'ordre de leur apparition, on suit grossièrement cette trajectoire jusqu'à arriver assez vite dans une zone où se regroupe l'ensemble des points suivants, et où se trouve également la dernière des valeurs montrée par ce carré rouge. Donc en résumé, partant d'une condition initiale, le système suit une trajectoire le menant assez rapidement dans une zone de l'espace du portrait de phase, dans laquelle il semble ensuite ne plus trop s'éloigner. En fait, sur un portrait de phase, il est possible de visualiser l'équilibre d'un système. En l'occurrence, ici, il s'agit grossièrement de cette zone en rouge. Ces notions d'équilibre et de visualisation sur le portrait de phase ont des descriptions mathématiques précises, mais on ne s'attardera pas dessus ici, sûrement une prochaine fois. Bon, la conclusion de cette simulation est que le système Burluc-plante semble stable et atteint un équilibre. Cependant, on peut se questionner de la relation entre cette stabilité, cette coexistence des Burlucs et des plantes, et les paramètres du modèle. Autrement dit, dans quelle mesure cette coexistence est maintenue lorsque les paramètres du modèle sont modifiés.
Effectivement, malgré sa simplicité, le modèle a tout de même un certain nombre de paramètres. Tout d'abord des paramètres assez généraux qui déterminent les conditions d'une simulation, comme le temps maximal de la simulation ou le nombre de burlucs et de plantes en conditions initiales. Mais plus intéressants sont les paramètres représentant des variables naturelles, des variables biologiques. Par exemple, les propriétés des burlucs, leur coût énergétique au déplacement ou la valeur d'énergie nécessaire pour se reproduire et le coût énergétique de cette reproduction. Puis de même, les plantes ont des propriétés, leur temps minimum nécessaire à la régénération, la valeur maximale d'énergie qu'une plante peut stocker, le taux de croissance de la plante, c'est-à-dire la vitesse à laquelle elle gagne de l'énergie, ainsi que sa probabilité de mortalité, c'est-à-dire sa dégradation, et le seuil d'énergie en dessous duquel elle peut justement se dégrader. Cela nous offre un certain panel de paramètres sur lesquels jouer, mais une question assez classique dans l'écologie moderne est de s'intéresser à l'impact d'un changement environnemental sur un système. Typiquement, on pourrait se demander quel pourrait être l'impact d'un changement environnemental qui jouerait sur les propriétés des plantes, comme leur temps de régénération ou leur énergie maximale. Imaginons un premier cas où l'environnement subit une perturbation qui augmente le temps nécessaire à une plante pour se régénérer, par exemple une dégradation du sol entraînant une perte de nutriments. Pour étudier cela, on va faire 4 simulations avec un temps de régénération différent et visualiser leur dynamique. Il est intéressant de réfléchir à une hypothèse a priori, afin d'évaluer à quel point un résultat est surprenant ou non. Donc d'après vous, quel sera l'effet de ce paramètre sur la dynamique du système? Est-ce que la coexistence pourrait ne plus être possible? Et pourquoi ce serait le cas? Prenez le temps de formuler une hypothèse. On voit qu'en fonction du temps nécessaire à la régénération des plantes, la coexistence ne semble pas être assurée. Lorsque le temps est trop long, les burlucs finissent par s'éteindre, ce qui se visualise par des points rouges le long de l'axe des abscisses, donc avec une énergie de la population de burlucs qui est à 0. C'était certainement votre hypothèse. Si les plantes mettent plus de temps à se régénérer, il risque d'y avoir une pénurie de plantes consommables pour les burlucs. On peut vérifier que c'est bien ce mécanisme qui est à l'œuvre en visualisant directement 2 cas limites. On voit assez clairement que dans la simulation de droite, où le temps de régénération est long, il finit par y avoir une majorité de plantes en cours de régénération, et les burlucs finissent par tous mourir à cause du manque de ressources. Vous vous rappelez peut-être que dans la première vidéo, on voyait que certaines simulations pouvaient mener à la coexistence, tandis que d'autres, avec le même paramétrage, menaient à l'extinction des burlucs. C'est parce que notre modèle a un caractère intrinsèquement stochastique. De l'aléatoire entre en jeu à différents niveaux. Par exemple, le risque de dégradation d'une plante repose sur une probabilité. Mais un point qui joue probablement encore plus, c'est le déplacement aléatoire des burlucs. Face à ce type de modèle, il est important de multiplier les simulations pour obtenir des résultats moyens et ne pas s'arrêter à tirer des conclusions avec une seule simulation. Pour bien cerner l'effet du temps de régénération, on évalue alors 24 valeurs différentes et pour chaque, on réalise 10 simulations. Le résultat que l'on affiche est le pourcentage de simulations dans lesquelles il y a coexistence, c'est-à-dire persistance des burlucs. On obtient une description plus précise de l'effet du temps de régénération, et on perçoit bien l'aspect stochastique du modèle quand on voit par exemple qu'avec un temps de régénération de 140 pas de temps, il y a 50% de chances en moyenne que la population de burlucs persiste ou s'éteigne. Imaginons à présent un second cas où il se produit une perturbation qui affecte non plus le temps de régénération, mais plutôt la capacité de charge des plantes, c'est-à-dire la quantité d'énergie maximale qu'une plante peut contenir, et donc également la quantité maximale qu'un burluc peut obtenir par la consommation d'une plante. Quelle pourrait être la relation entre ce paramètre et la coexistence des burlucs et des plantes? À nouveau, prenez le temps de formuler une hypothèse. Cette fois-ci, c'est moins intuitif, non? Il semble que l'augmentation de la capacité de charge mène à un moment donné à l'extinction des burlucs. Ce n'était probablement pas votre hypothèse. Pourquoi l'augmentation de la quantité d'énergie maximale contenue par les plantes entraînerait la disparition des burlucs? Au contraire, cela devrait leur assurer un meilleur gain d'énergie. Visualisons 2 cas limites plus en détail pour comprendre ce qu'il se produit.
En fait, dans le cas où la capacité de charge des plantes est forte, les burlucs récupèrent beaucoup plus d'énergie des plantes quand ils les consomment, ce qui entraîne une explosion de leur population à cause de la reproduction. Cette forte densité en burlucs mène à son tour à une forte consommation des plantes dans un temps très court, et par conséquent également une grande quantité de plantes qui rentrent dans un état dégradé en même temps. La période qui suit est donc une période de faibles ressources durant laquelle la population de burlucs a une grande chance de s'éteindre. A l'inverse, lorsque la capacité de charge est limitée, il n'y a pas l'explosion démographique des burlucs entraînant une forte mortalité des plantes, mais plutôt un équilibre avec toujours une certaine proportion de plantes qui sont consommables. De manière plus générale, on peut dire que lorsque la capacité de charge est grande, la dynamique du système forme de fortes oscillations. En fait, cela se visualise bien sur les portraits de phase, où une oscillation revient à former un cycle. Lorsque la capacité de charge vaut 15, le système peut osciller, mais dans une moindre mesure. Tandis qu'avec une capacité de charge valant 45, le système forme des oscillations claires et de grandes ampleurs, menant rapidement à l'extinction des burlucs. De nouveau, on examine l'effet du paramètre de capacité de charge plus finement en multipliant les valeurs testées et surtout en moyennant les résultats avec 10 simulations pour chaque point. C'est intéressant de voir que partant d'une capacité de charge très faible, le résultat est celui auquel on aurait intuitivement pensé. Une capacité de charge trop faible ne permet pas la persistance des burlucs à cause du trop peu d'énergie disponible. Puis l'augmentation de cette capacité de charge mène rapidement à la persistance des burlucs, mais si la capacité de charge augmente encore plus, alors c'est là que se produit le résultat assez surprenant de la chute de la persistance, jusqu'à arriver à un système qui ne permet jamais la coexistence. En fait, ce résultat qui semble assez paradoxal a été décrit pour la première fois en 1971 et a été nommé le paradoxe de l'enrichissement. En 1971, Rosenberg publie dans Science ce papier où il décrit ce résultat paradoxal à partir de modèles mathématiques représentant l'interaction ressources-consommateurs, comme notre modèle plante-burluc. Dès lors, de très nombreux travaux ont créé une vaste littérature sur le sujet, et on peut facilement s'en convaincre avec une rapide recherche sur Scholar. En limitant la recherche au papier publié en 2024, on voit que c'est un sujet de recherche encore actif. Et en faisant une recherche un peu rapide, l'impression donnée est que les très nombreux travaux qui ont suivi la description du paradoxe de l'enrichissement se sont évertués à comprendre pourquoi ce paradoxe est finalement assez peu retrouvé dans la nature. Et de nombreux processus ont été invoqués pour expliquer cela, comme la présence de différentes stratégies d'acquisition de ressources chez les consommateurs, ou bien des mécanismes de défense des ressources, ou encore la présence d'une forte hétérogénéité spatiale. Autant de sujets sur lesquels on pourra s'attarder. En revanche, dans des conditions semi-contrôlées, comme celles d'un laboratoire, le paradoxe a effectivement pu être observé expérimentalement. Par exemple, ce papier de Veilleux en 1979, dans le Journal of Animal Ecology, utilise deux populations d'unicellulaires, Didymium comme prédateur et Paramecium comme proie, pour montrer la réalisation du paradoxe de l'enrichissement en fonction de la dose de nutriments injectés dans le système. On peut se concentrer sur ces trois figures qui représentent trois dynamiques temporelles sous la forme de portraits de phase. Donc en abscisse, on a la densité de la proie, Paramecium, et en ordonnée, la densité du prédateur, Didymium. Les figures sont organisées de telle sorte que de gauche à droite, on a un enrichissement en nutriments. On voit sur la figure de gauche qu'avec la valeur la plus faible de nutriments, le système semble stable, bien qu'il oscille puisqu'il forme des cycles dans le portrait de phase. En passant à la valeur intermédiaire, déjà il y a un effet, puisque bien que le système soit toujours stable, il suit à présent des oscillations plus prononcées, formant un cycle plus large. Enfin, avec la valeur maximale de nutriments, le système suit cette fois-ci assez vite une très grande oscillation, menant rapidement à l'extinction de la proie. Je trouve ça assez sympa de voir comment les dynamiques observées en laboratoire sont assez similaires à celles de notre système tout simple, plante-burluc. Peut-être que l'on prendra le temps dans une prochaine vidéo d'écrire correctement, c'est-à-dire mathématiquement, le fonctionnement d'un portrait de phase et l'expression du paradoxe de l'enrichissement en termes d'équilibre et de stabilité. Mais assez pour cette fois-ci. À bientôt!